Le devoir du médecin. Ils sont à moi, bien à moi, pensait Adriana en entendant le caquet des deux enfants dans la pièce d'à côté. Et elle souriait à part soi, tout en continuant à tricoter prestement un petit vêtement en laine rouge. Elle souriait, pouvant à peine croire que ses enfants étaient à elle, que c'était elle qui les avait mis au monde, et que de si longues années s'étaient écoulées, environ 10 ans déjà, depuis le jour de son mariage. Était-ce possible? Elle se sentait presque encore petite fille, et pourtant l'aîné de ses enfants avait 8 ans, et elle 30 d'ici peu. 30? Pas possible. Vieille bientôt. Mais non. Et elle souriait. « Le docteur ?» demanda-t-elle soudain en s'adressant à elle-même, car elle croyait entendre dans l'antichambre la voix du médecin de famille. Et elle se leva, son doux sourire encore sur les lèvres. Il mourut sur-le-champ, ce sourire, glacé par le bouleversement et l'embarras évident du docteur Vocalopoulo, qui entrait, essoufflé, comme s'il arrivait en courant. Et ses paupières battaient nerveusement derrière ses grosses lunettes de myope qui lui rapetissaient les yeux. « Mon Dieu, docteur !»« Rien, ne vous inquiétez pas. »« Maman ?»« Non, non, nia le docteur. »« Votre maman, non. »« Tommaso, alors ?» cria Adriana. Et comme le médecin, en ne répondant pas, laissait entendre qu'il s'agissait bien de son mari. « Que lui est-il arrivé? Dites-moi la vérité. Mon Dieu, où est-il? Où est-il » Le docteur Vocalopoulo tendit les mains comme pour dresser une barrière aux questions. « Rien, vous verrez. Une petite blessure. »« Blessé? Et vous? On me l'a tué ?» Et Adriana saisit le médecin par le bras, roulant les yeux, comme folle. « Mais non, madame, calmez-vous. Une blessure légère, espérons. »« Un duel? » ?»« Oui, » laissa tomber le médecin, hésitant, de plus en plus troublé. « Oh mon Dieu, non. Dites-moi la vérité, » insistait Adriana. « Un duel? Avec qui? Sans m'en parler? » « Vous l'apprendrez. En attendant, du calme. Songeons à lui. »« Le lit? » ?»« Par là, » répondit-elle, assommée, ne comprenant pas tout d'abord. Puis elle reprit, encore plus anxieuse et fébrile. « Où est-il blessé? Vous m'épouvantez. Tommaso n'était-il donc pas avec vous? Où est-il? Pourquoi s'est-il battu? Avec qui? Quand ça? Dites-moi. »« Doucement, interrompit le docteur Vocalopoulo, n'en pouvant plus. On va tout vous dire. La domestique est-elle à la maison? Appelez-la moi, s'il vous plaît. Un peu de calme et d'ordre. Écoutez-moi. » Et tandis qu'à moitié hébétée, elle se hâtait d'appeler la domestique, le médecin, après s'être découvert, se passa une main tremblante sur le front, comme s'il s'efforçait de se rappeler quelque chose. Puis, s'en souvenant, il déboutonna en hâte son veston, tira de son gousset son portefeuille, secoua à plusieurs reprises son stylo, en songeant aux ordonnances à écrire. Adriana rentra avec la domestique. « Voici, » fit Vocalopoulo, en continuant d'écrire. Puis, à peine eut-il terminé, « Vite, à la pharmacie la plus proche. Des fioles. Non, allez, le pharmacien vous en donnera. Vite, je vous en prie. »« Est-ce très grave, docteur ?» demanda Adriana d'un air timide et passionné, comme pour se faire pardonner son insistance. « Non, je vous le répète. »« Espérons, » lui répondit Vocalopoulo, et pour empêcher d'autres questions, il ajouta, « Voulez-vous me montrer la chambre ?»« Oui, voici, venez. » Mais à peine dans la chambre,
Elle demanda encore, toute tremblante. « Comment, docteur? Vous n'étiez donc pas avec Tommaso? » « 2 médecins assistent bien au duel. »« Il faudrait transporter le lit un peu plus par là, » observa le médecin, comme s'il n'avait pas entendu. À ce moment, entra en courant un magnifique petit garçon, l'air hardi, aux longs cheveux noirs frisés et bourriffés. « Maman, un brancard, des tas de gens !» Il aperçut le médecin et s'arrêta net, confus, gêné, au milieu de la pièce. Sa mère poussa un cri, écarta le garçonnet pour suivre le médecin. Sur le seuil, celui-ci se retourna et la retint. « Restez ici, madame. Obéissez. J'y vais, moi. N'ayez aucune crainte. Vous pourriez lui faire du mal, en pleurant. » Alors, Adriana se pencha pour serrer fortement sur son cœur le petit garçon, qui s'agrippait à sa robe et éclata en sanglots. « Pourquoi, maman? Pourquoi ?» demandait l'enfant effrayé, sans comprendre et se mettant lui aussi à pleurer. Au pied des escaliers, le médecin accueillit le brancard que portaient 4 membres de la confrérie de la Charité, pendant que 2 agents du commissariat, aidés du concierge, empêchaient une foule de curieux d'entrer. « Docteur Vocalopoulo !» criait un jeune homme dans la foule. Le docteur se retourna et cria à son tour aux agents. « Laissez-le passer, c'est mon assistant. »« Entrez, docteur Sia. » Les 4 porteurs bénévoles se reposaient un peu, tout en préparant les courroies pour la montée. On ferma le portail. Les gens, dehors, tapaient des pieds et des mains, sifflaient, vociféraient. « Eh bien, » demanda le docteur Vocalopoulo à Sia, essoufflé et en sueur. « La femme. »« Quelle course, professeur ?» répondit le docteur Sia. « La femme ? À l'hôpital. Je suis trempé. Fracture à la jambe et au bras. »« Congestion ? » ?»« Je crois. Je ne sais pas. Je suis venu à toute vitesse. Quelle chaleur, diable ! Si je pouvais avoir un verre d'eau. » Le docteur Vocalopoulo souleva un peu la toile cirée du brancard pour examiner le blessé. Il la rebaissa immédiatement et se tournant vers les porteurs. « Allons, attention, doucement les enfants, je vous prie. » Alors qu'il montait péniblement, avec le plus de précaution possible, au piaffement et au bruit des voix trépidantes, les portes des locataires s'entr'ouvraient. « Doucement, doucement !» recommandait presque à chaque marche le docteur Vocalopoulo. Le docteur Sia suivait, tout en s'essuyant encore la sueur sur la nuque et sur le front, et répondait au locataire « Monsieur, comment s'appelle-t-il ? Corsi, 4e étage, n'est-ce pas ?» Une dame et une jeune fille, mère et fille, se précipitèrent le long des escaliers dans un cri d'horreur. Et peu après, on entendait les cris de désespoir d'Adriana. Vocalopoulo branla la tête, contrarié, et se tournant vers Sia. « Surveillez bien, » fit-il. Puis il grimpa 4 à 4 2 rampes d'escalier jusqu'à la porte des Corsi. « Allons, il faut prendre sur vous, madame. Ne criez pas de cette façon. Ne comprenez-vous donc pas que vous lui feriez du mal ? Je vous en prie, mesdames, emmenez-la de l'autre côté. »« Je veux le voir, laissez-moi, je veux le voir !» criait Adriana en pleurant nerveusement. Et le médecin. « Vous le verrez, soyez sans crainte. Pas maintenant pourtant. Emmenez-la de l'autre côté. » Le brancard était déjà arrivé. « La porte !» criait l'un des porteurs bénévoles, le souffle court. Le docteur Vocalopoulo courut ouvrir le second battant de la porte, pendant qu'Adriana, cherchant à se dégager, entraînait ses 2 voisines abasourdies vers le brancard. « Dans quelle chambre ? Je vous en prie, où est le lit ?» demanda le docteur Sia. « Par ici, voilà !» fit Vocalopoulo. Puis il cria aux 2 voisines qui accouraient. « Mais retenez-la, bon sang ! Vous n'êtes donc pas capable de la retenir ?» « Grand Dieu !
s'écria la dame du second étage. Une boulotte mamelue, en faisant écran à Adriana, furieuse. Les deux agents venaient derrière le brancard et se tenaient devant la porte d'entrée. Tout à coup, dans les escaliers, des voix irritées et des pas précipités de gens qui montaient. Certainement, le concierge avait rouvert le portail et la foule curieuse envahit les escaliers. Les deux agents tinrent tête. « Laissez-moi passer !» cria dans la cohue, sur les dernières marches, en jouant des coudes, une dame de grande taille, osseuse, en noir, les traits pâles, défaits, les cheveux secs, encore noirs malgré son âge, et des chagrins visibles. Elle se tournait de côté et d'autre, comme si elle était incapable de voir. En effet, son regard semblait presque éteint sous des paupières gonflées et entr'ouvertes. À la fin, une fois arrivée devant la porte, grâce à un jeune homme bien mis qui venait derrière elle, elle fut arrêtée sur le seuil par les gens. « On n'entre pas !»« Je suis sa mère !» répondit-elle impérieusement, et d'un geste qui n'admettait pas de réplique, elle écarta les agents et s'introduisit dans l'appartement. Le jeune homme bien mis se faufila derrière elle, se donnant aussi pour quelqu'un de la famille. La nouvelle venue se dirigea vers une petite pièce presque sombre, éclairée par une simple petite fenêtre sous le plafond. Ne pouvant rien discerner, elle appela à haute voix. « Adriana !» Celle-ci, entre les deux voisines qui tâchaient sottement de la consoler, bondit en criant. « Maman ! Viens, viens avec moi, ma fille, ma pauvre fille. Allons-nous-en tout de suite !» s'écria d'une voix vibrante de mépris et de douleur la vieille femme. « Ne m'embrasse pas, et il ne faut pas rester ici une minute de plus. »« Oh, maman, maman !» criait Adriana en pleurant, les bras autour du cou de sa mère. Celle-ci se dégagea en gémissant. « Malheureuse, plus encore que ta mère !» Puis, maîtrisant son choc, elle reprit sur le ton d'avant. « Un chapeau, tout de suite, un châle. Prends le mien, allons-nous-en tout de suite avec les enfants. Où sont-ils? Les pieds me brûlent ici. Maudis cette maison, comme je la maudis. »« Maman, que dis-tu, maman ?» demanda Adriana, que cet atroce chagrin égarait. « Ah, tu ne sais pas, tu ne sais encore rien. On ne t'a rien dit? Tu n'as aucun soupçon. Ton mari est un assassin, » cria la vieille dame. « Mais il est blessé, maman. Il s'est blessé lui-même, de ses propres mains. Il a tué Nori, tu comprends? Il te trompait avec la femme de Nori. Elle s'est jetée par la fenêtre, elle. » Adriana poussa un hurlement et s'abandonna sur sa mère, sans connaissance. Mais sa mère, sans s'arrêter à cela, tout en la soutenant, continuait à lui dire, frémissante. « Pour celle-là, pour celle-là. Toi, ma fille, mon ange, qu'il n'était pas digne de regarder. Assassin, pour celle-là, tu comprends? Tu comprends ?» Et elle lui tapotait l'épaule d'une main, en une caresse, la berçant presque de ces mots. « Quel malheur! Quel drame! Que s'est-il passé ?» demanda à voix basse la boulotte du second étage au jeune homme bien mis, qui restait dans un coin, un calepin à la main. « Cette dame est la femme ?» demanda à son tour le jeune homme, au lieu de répondre. « Pardon, pourriez-vous me dire le nom de famille ?»« Le sien, elle s'appelait Montesani, elle. »« Et son prénom, excusez-moi. »« Adriana. Vous êtes journaliste ? » ?»« Chut, je vous en prie. Pour vous servir. Dites-moi, cette dame est sa mère, n'est-ce pas ? » ?»« La mère d'elle, Madame Amalia. Oui, monsieur. »« Amalia. Merci, merci. »« Un drame, oui, madame, un véritable drame. » »« Est-elle morte, elle, Madame Nori ? » ?»« Mais non, la mauvaise herbe, comme on dit. Son mari est mort, par contre. »« Le juge ? » ?»« Juge ? Non, substitut au procureur du roi. »« Oui, cet homme assez vilain, gringalet, un calabrais, venu depuis peu.
Ils étaient très liés avec M. Tommaso. Eh, évidemment, ricana le jeune homme. Ça se passe toujours ainsi, vous me direz. Mais pardon, Corsi, où est-il? Je voudrais le voir. Si vous m'indiquiez... Passez par là. Après cette pièce, la porte à droite. Merci, madame. Pardon, une autre question. Combien d'enfants? 2. 2 petits anges. Un petit garçon de 8 ans, une petite fille de 5. Merci encore. Et excusez-moi. Le jeune homme se dirigea suivant l'indication vers la chambre du blessé. En traversant l'antichambre, il surprit le joli petit garçon de Corsi qui demandait aux agents, les yeux étincelants, un sourire nerveux sur les lèvres et les mains dans le dos. « Dis-moi, comment a-t-il tiré? Avec son fusil ?» Tommaso Corsi, le torse nu, puissant, soutenu par des oreillers, fixait ses grands yeux noirs extrêmement brillants sur le docteur Vocalòpulo, qui palpait et étudiait la blessure, en bras de chemise, les manches retroussées sur des bras maigres velus. De temps à autre, les yeux de Corsi se levaient sur l'autre médecin, comme si, dans l'attente de quelque chose qui pourrait brusquement lui manquer, il voulait en saisir l'indice ou le moment dans les yeux d'un tiers. L'extrême pâleur donnait de la beauté à son visage mâle, assez haut en couleur généralement. Il fixa un regard sur le journaliste, qui entrait prudemment, perplexe, comme pour lui demander qui il était et ce qu'il voulait. Le jeune homme pâlit en s'approchant du lit, mais sans pouvoir baisser les yeux, presque envoûté par ce regard. « Oh, Vivoli !» fit le docteur Vocalòpulo en se tournant à peine. Corsi ferma les yeux tout en aspirant longuement. Lello Vivoli attendit que le docteur lui adressât de nouveau un regard, puis s'impatientant. « Sss !» appela-t-il doucement, et indiquant le patient, il demanda d'un geste comment il allait. Le médecin haussa les épaules et ferma les yeux, puis montra d'un doigt la blessure au sein gauche. « Alors, » dit Vivoli en levant une main en un geste de bénédiction. Une goutte de sang coula de la blessure et raya lentement la poitrine. Le médecin l'épongea avec un tampon d'ouate en disant presque à part soi. « Au diable, c'est bien fourré cette balle !»« On ne sait pas ?» demanda timidement Vivoli, sans détacher ses yeux de la blessure, malgré la répugnance qu'il éprouvait. « Eh, dis-moi, sais-tu de quel calibre elle est ?»« 9, calibre 9, intervint le jeune docteur Sia avec un plaisir évident. De la blessure, on peut déduire... Je suppose, reprit Vocalòpulo, les sourcils froncés, pensif, qu'elle s'est fourrée là, sous l'omoplate. Et oui, malheureusement, le poumon... Et il tordit les lèvres. Devinez, déterminez le cours capricieux de la balle. Pour l'instant, il ne s'agissait de rien d'autre pour lui. Il avait devant lui un malade quelconque, sur lequel il devait exercer tout son art, en utilisant tous les expédients de sa science. Au-delà de cette tâche matérielle et limitée, il ne voyait rien, ne pensait à rien,
Seule, la présence de Vivoli l'amena à considérer que Corsi, étant très connu en ville, et ce drame ayant bouleversé la population entière, il pouvait lui être utile que le public sache que le médecin traitant était le docteur Vocalòpulo. « Oh, Vivoli, tu diras qu'il est confié à mes soins. » Le docteur Cosimo Sia, de l'autre bord du lit, toussa légèrement. « Et tu pourras ajouter, reprit Vocalòpulo, que je suis assisté par le docteur Cosimo Sia. Je te le présente. » Vivoli baissa à peine la tête, avec un léger sourire. Sia, qui s'était précipité la main tendue pour serrer celle de Vivoli, devant le salut distant de celui-ci, resta tout gauche, rougit, traça un salut en l'air, comme pour dire « C'est du pareil au même, je salue à ma façon. » Le moribond entr'ouvrit les yeux et fronça les sourcils. Les deux médecins et Vivoli le regardèrent presque effrayés. « Nous allons le bander, » dit d'une voix pleine d'attention Vocalòpulo, en se penchant sur lui. Tommaso Corsi secoua la tête sur son oreiller, puis rebaissa lentement les paupières sur des yeux troubles, comme s'il n'avait pas compris, du moins sembla-t-il au médecin, qui murmura en tordant les lèvres de nouveau. « La fièvre. »« Je me sauve, » dit doucement Vivoli en saluant de la main Vocalòpulo et inclinant à peine la tête devant Sia, qui répondit cette fois par une courbette hâtive. « Sia, venez par ici. Il faut le soulever. Il faudrait 2 de nos infirmiers, » s'écria Vocalòpulo. « Bon, nous allons essayer, mais je tiens à faire un seul bandage, très solide. Et là. »« Faut-il le laver ?» demanda Sia. « Oui. Où est l'alcool? Et la cuvette, s'il vous plaît. Comme ça, attendez. Entre-temps, préparez le bandage. Il est prêt? La boule de glace maintenant. » Au moment où le docteur Vocalòpulo se disposait à le bander, Tommaso Corsi ouvrit les yeux. Son visage s'assombrit. Il essaya d'une main d'écarter celle du médecin en disant d'une voix caverneuse. « Non, non. »« Comment non ?» demanda le docteur Vocalòpulo, surpris. Mais un caillot de sang empêcha Corsi de répondre, et les mots gargouillèrent dans sa gorge, étouffés par une crise de toux. Puis il retomba, prostré, sans connaissance. Alors, les 2 médecins traitants le nettoyèrent et le bandèrent, comme il le fallait. « Non, maman, non. Comment pourrais-je » répondit Adriana, à peine revenue à elle, à l'injonction de sa mère d'abandonner le toit conjugal avec ses enfants. Elle se sentait clouée là, sur cette chaise, assommée et tremblante, comme si la foudre était tombée à côté d'elle. Et c'est en vain que sa mère s'agitait devant elle et la pressait. « Allons, allons, Adriana, tu m'entends ?» Elle s'était laissé mettre un châle et un chapeau, et regardait devant elle, à la façon d'une mendiante. Elle n'arrivait pas encore à se faire une idée de ce qui s'était passé. Que lui disait sa mère? De quitter cette maison? Et pourquoi? En ce moment? Tôt ou tard, elle serait forcée de la quitter pour toujours. Pourquoi? Son mari ne lui appartenait plus? L'anxiété de le voir s'était éteinte. Que voulaient ces 2 agents que sa mère lui montrait dans l'antichambre? Mieux vaudrait qu'il meure. S'il vit, ce sera la prison. « Maman !» supplia-t-elle en lançant un coup d'œil. Mais elle baissa immédiatement les yeux pour retenir ses larmes. Elle relut sur le visage de sa mère la condamnation de son mari. « Il a tué Nori, il te trompait avec la femme de Nori. » Pourtant, elle ne pouvait pas encore y penser ou l'imaginer. Elle avait encore sous les yeux le brancard, et elle ne pouvait rien imaginer d'autre que lui, Tommaso, blessé, presque moribond. Tommaso avait donc tué Nori. Il avait une liaison avec Angelica Nori, et tous 2 avaient été découverts par le mari.
l'idée lui vint que Tommaso portait constamment sur lui un revolver. À cause de Nori, non. Il l'avait toujours porté, et Nori et sa femme habitaient la ville depuis 1 an seulement. Dans les remous de sa conscience, une multitude d'images s'éveillaient en elle, en tumulte. L'une appelait l'autre, et toutes ensemble se groupaient en scènes précises le temps d'un éclair, pour se désagréger ensuite et se recomposer en d'autres scènes à une rapidité vertigineuse. Ce ménage arrivait d'un pays de Calabre, accompagné d'une lettre de présentation pour Tommaso, qu'il avait accueilli avec la gaieté expansive de son tempérament toujours jovial, sans façon, un sourire franc sur son visage mâle, où les yeux étincelaient, exprimant une vitalité pleine et entière, une énergie agissante, constante, qui le rendait cher à tout le monde. Dès les premiers jours de ménage, elle s'était sentie entraînée par ce tempérament d'une vivacité extrême, par ce naturel exubérant, qui éprouvait sans cesse le besoin de s'épancher, presque avec virulence, à cause de cette hâte qu'il avait de vivre. Fureur plus encore que hâte. Vivre sans arrêt, sans scrupules excessifs, sans tellement réfléchir. Vivre et laisser vivre, en passant par-dessus et au-delà de tout empêchement, de tout obstacle. À plusieurs reprises, elle s'était un peu arrêtée dans cette course, pour juger l'une ou l'autre de ses actions qu'elle n'estimait pas parfaitement correctes. Mais lui n'accordait pas un instant au jugement, pas plus qu'il n'accordait de poids à ses actes. Elle savait qu'il était inutile de le retenir pour considérer le mal qu'il avait fait. Il haussait les épaules, souriait, et en avant. Il avait besoin d'aller de l'avant à tout prix, par n'importe quel moyen, sans s'attarder à faire un choix entre le bien et le mal. Et il restait constamment prompt et sincère, purifié par une activité incessante, toujours gai et volontiers serviable, à la bonne franquette avec tout le monde. À 38 ans, un grand enfant, tout à fait capable de jouer pour de vrai avec ses 2 enfants, et après 10 années de ménage, encore amoureux de sa femme, qu'il faisait rougir très souvent, tout récemment encore, par un geste imprudent devant ses enfants ou devant la bonne. Et maintenant, d'un seul coup, cet arrêt foudroyant, cette explosion. Comment? Comment? La preuve nue et crue du fait ne parvenait pas encore à dissocier en elle les sentiments, plutôt que de solide estime, d'un amour infiniment fort et dévoué, qui était, elle le savait, partagé. Peut-être quelque légère tricherie sous cette vitalité tumultueuse, mais le mensonge, non, le mensonge ne pouvait pas faire son nid sous la perpétuelle gaieté de son mari. Qu'il ait eu une liaison avec Angelica Nori ne signifiait pas qu'il la trompait, elle, l'épouse. Et sa mère ne pouvait pas comprendre cela, puisqu'elle ne savait pas tant de choses. Il ne pouvait pas avoir menti de ses lèvres, de ses yeux, de ce rire qui égayait la maison tous les jours. Angelica Nori, elle savait bien ce qu'elle représentait pour son mari, pas même un caprice, rien. Une simple faiblesse dont aucun homme ne peut ni ne sait se préserver. Mais dans quel abîme était-il tombé à présent? Alors, son foyer, et elle avec ses enfants au fond, avec lui? Mes enfants, s'écria-t-elle à la fin, en sanglotant, le visage dans les mains, comme pour ne pas voir cet abîme s'ouvrir affreusement devant elle. Emmène-les, ajouta-t-elle en s'adressant à sa mère. Eux, oui, emmène-les, qu'ils ne voient rien. Moi, non, maman, je reste, je t'en supplie. Elle se leva, et s'efforçant au mieux de retenir ses larmes, elle alla, suivie de sa mère, chercher ses enfants qui jouaient dans une petite pièce où la bonne les avait enfermés. Elle commença à les habiller, étouffant les sanglots qui jaillissaient de sa poitrine à chacune de leurs joyeuses questions enfantines.
Avec la grand-mère, oui, vous allez vous promener avec votre grand-mère. Le cheval, oui, le sabre aussi. Grand-mère t'en achètera un. » Cette dernière, déchirée, contemplait sa fille chérie, son enfant adoré, si douce, si jolie, pour laquelle tout était fini, et dans sa haine farouche contre celui qui la faisait souffrir ainsi, elle aurait voulu lui arracher des mains cet enfant qui ressemblait tant à son père, jusque dans la voix et dans les gestes. « Tu ne veux vraiment pas venir ?» demanda-t-elle à sa fille, quand les enfants furent prêts. « Fais bien attention, je ne mettrai plus les pieds ici. Tu resteras toute seule. La maison de ta mère t'est ouverte. Tu y viendras, sinon aujourd'hui, demain. Mais oui, même s'il ne mourait pas. »« Maman, » supplia Adriana en lui montrant les enfants. Voyant sortir de la chambre du blessé le docteur Vocalopoulo, la vieille dame se tut et sortit avec ses petits-enfants. Le médecin venait recommander à Adriana de ne pas se montrer à son mari pour le moment. Une émotion brusque, même légère, pourrait lui être fatale. Ne faites rien, je vous en prie, qui pourrait le contrarier ou l'impressionner de façon ou d'autre. Cette nuit, mon confrère le veillera. S'il avait besoin de moi... » Il ne termina pas sa phrase, car il nota qu'elle ne l'écoutait plus, ne lui demandait pas de nouvelles sur la gravité de sa blessure, et qu'elle était déjà en chapeau, comme si elle était prête à quitter la maison. Il baissa les paupières, branla un peu la tête en soupirant, et s'en alla. Au cours de la nuit, Tommaso Corsi sortit, encore inconscient, de son état léthargique. Assommé par la fièvre, il gardait les yeux grands ouverts dans la pénombre de la pièce. Une petite lampe brillait sur une commode, derrière un miroir à 3 faces. La lumière se projetait vivement sur la cloison, en accusant le dessin et les couleurs du papier mural. Il avait la sensation que le lit était plus haut, et de ce fait, il remarquait dans la chambre ce qu'il n'avait jamais remarqué. Il voyait mieux l'ensemble du mobilier, qui, dans la quiétude insigne, semblait exhaler, à travers son immobilité quasi résignée, un confort familial auquel les riches tentures qui tombaient jusque sur le tapis donnaient un air insolite de solennité. « Nous sommes ici, tels que tu nous as voulu, pour tes aises », semblait aussi lui dire, au fond de sa conscience qui se réveillait peu à peu, les divers objets de la chambre. « Nous sommes ton foyer, tout se passe comme avant. » Tout à coup, il referma les yeux, comme ébloui dans la pénombre par une brusque zébrure de lumière brutale. La lumière qui s'était allumée dans l'autre chambre quand, en hurlant, la femme avait ouvert la fenêtre par où elle s'était jetée. Et sur-le-champ, le souvenir horrible l'empoigna. Il revit tout, comme si cela se passait à l'instant même. Lui, retenu par une pudeur instinctive, ne se décidait pas à sauter du lit, déshabillé comme il était, et Nori, voilà, tirait une première balle contre lui, qui allait briser le verre d'une image sainte au chevet du lit. Il tendait la main vers le revolver sur la table de nuit, et, juste à cet instant, la seconde balle lui avait sifflé à la figure. Mais il ne se souvenait pas d'avoir tiré sur Nori. Ce n'est que lorsque celui-ci était tombé assis sur le plancher, puis s'était courbé à plat ventre, qu'il s'était aperçu que son arme était encore chaude et fumante dans son poing.
Alors, il avait sauté à bas du lit, et, en une seconde, en lui-même, la terrible lutte de toutes ses énergies vitales contre l'idée de la mort. D'abord, l'horreur, puis la nécessité et le déclic d'un sentiment. Il avait lancé un coup d'œil sur le corps, sur la fenêtre, par où elle avait sauté. Il avait entendu des clameurs dans la rue, en bas, et un abîme s'était ouvert dans sa conscience. La détermination violente s'était imposée à lui dans toute sa lucidité, comme un acte longuement médité et débattu. Oui, cela s'était passé ainsi. Non, se disait-il un instant après, en rouvrant des yeux brillants de fièvre. Non, non, puisque c'est ici chez moi, puisque je suis dans mon lit. Il lui semblait entendre des voix joyeuses, mais confuses par là, dans les autres pièces. Il avait fait poser des rideaux neufs et des tapis dans les chambres, à l'occasion du baptême de leur dernier enfant, mort il y avait une vingtaine de jours. Oui, les invités rentraient justement de l'église. Angelica Nori, à qui il offrait le bras, le lui serrait furtivement. Il se tournait pour la regarder, étonné, et elle accueillait ce regard avec un sourire impudent, de crétine, et fermait voluptueusement les paupières sur de gros yeux noirs, globuleux, devant tout le monde. Cet enfant est mort, pensait-il maintenant, parce que c'est lui qui l'a tenu sur les fonds baptismaux. Entre autres choses, il avait le mauvais œil. Images inattendues, visions étranges, confuses, sensations fantasmagoriques, soudaines, pensées lucides et précises s'enchevêtraient en lui, dans un délire intermittent. Oui, il l'avait tué, mais, à 2 reprises, ce forcené avait tâché de le tuer, lui, et en se tournant pour prendre son arme sur la table de nuit, il lui avait crié en souriant « Que fais-tu là ?» tant il lui paraissait impossible que cet individu, avant même de se voir obligé de le menacer et de réagir, ne comprenant pas que c'était une infamie, une folie que de tuer de cette façon, en ce moment, de le tuer, lui, qui se trouvait là par hasard, qui avait toute une vie en dehors de là. Ses affaires, ses affections véritables et vivantes, sa famille, ses enfants à défendre. Voyons, malheureux. Comment tout à coup, cet homuncule rabougri, laid, blafard, à l'âme apathique, assommé d'ennui, qui se traînait dans l'existence sans désir, sans affection, qui se savait trompé effrontément par sa femme et ne s'en souciait nullement, qui, aurait-on pu croire, avait du mal à regarder ou à émettre un son de sa voix molle et miaulante, comment, de but en blanc, son sang avait bouillonné, et uniquement à cause de lui. Ne savait-il pas quel genre de femme il avait, et ne sentait-il pas que c'était quelque chose de ridicule, de démentiel et d'infâme à la fois, que de défendre ainsi l'honneur qu'il lui avait confié, qu'elle avait mis en pièces de longues années, sans qu'il eût jamais fait mine de s'en apercevoir. Il avait même assisté, oui, à de si nombreuses scènes conjugales, où, sous les yeux de son mari et sous les yeux d'Adriana, elle avait cherché à l'aguicher par ses minauderies de guenon souffreteuse. Adriana, certes, s'en était aperçue, et lui non, peut-être. Ils en avaient ri ensemble, Adriana et lui. Pour une femme de cet acabit, vraiment, un drame? Le scandale, la mort du mari, sa propre mort? Oh, pour ce malheureux, la mort avait peut-être été un bienfait, un cadeau. Mais lui, devait-il mourir pour si peu? Sur le moment, le cadavre sous les yeux, assailli par les clameurs de la rue, il avait cru ne pas pouvoir s'y dérober. Eh bien, comment se faisait-il que tout ne se soit pas terminé? Il vivait encore, dans cette même chambre tranquille, sur ce lit comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Ah, si ce n'était qu'un rêve horrible. Non.
et cette douleur brûlante à la poitrine qui lui coupait la respiration. Et puis le lit. Il allongea tout doucement un bras vers la place à côté. Vide. Oui, Adriana. Il sentit de nouveau l'abîme s'ouvrir au-dedans de lui. Où était-elle? Et les enfants? L'avait-il abandonné? Seul, par conséquent, dans la maison? Comment cela? Il rouvrit les yeux pour s'assurer que c'était bien sa chambre à coucher. Oui, tout était comme avant. Alors, dans cette alternance de délire et de lucidité, un doute cruel s'empara de lui. Il ne savait plus, quand il ouvrait les yeux, s'il apercevait dans une hallucination sa chambre, d'où émanait le calme habituel, ou s'il rêvait quand il fermait les yeux et qu'il revoyait dans une clarté de perception qui était presque réalité, l'horrible drame de la matinée. Il poussa une plainte, et immédiatement devant ses yeux se dressa un visage inconnu. Il sentit une main se poser sur son front, dont la pression le soulageait, et il referma les yeux dans un soupir, sentant qu'il allait se résigner à ne rien comprendre, à ne pas savoir ce qui était vraiment arrivé. N'était-ce pas aussi un rêve que ce visage à peine entrevu et la main qui lui pressait le front? Et il retomba dans l'inconscience. Le docteur Sia se dirigea sur la pointe des pieds vers un coin de la pièce presque dans l'obscurité, où Adriana veillait, cachée. « Peut-être vaudrait-il mieux, » lui dit-il à voix basse, « que l'on envoie chercher le docteur Vocalopoulo. La fièvre monte et l'air ne me... » Il s'interrompit, lui demanda « Voulez-vous le voir ?» Adriana, en proie à l'angoisse, fit signe que non de la tête. Puis, sentant qu'elle était incapable de retenir une brusque crise de larmes, elle se leva d'un bond et s'enfuit. Le docteur Sia, avec précaution, referma la porte pour empêcher aux larmes convulsives d'Adriana de parvenir à l'oreille du mourant. Il ôta la bourse de glace, en vida l'eau, et l'ayant remplie de glaçons, la remit sur le bandage à la place de la blessure. Voilà qui est fait. Il observa donc à nouveau, longuement, les traits du malade, en écouta la respiration haletante. Puis, n'ayant rien d'autre à faire, et comme s'il lui suffisait d'avoir renouvelé la glace et d'avoir fait ses observations, il retourna à son poste sur son fauteuil, de l'autre côté du lit. Là, les yeux clos, il prenait plaisir à laisser le sommeil l'envahir peu à peu, en éteignant graduellement en lui la volonté d'y résister, jusqu'au moment extrême où il piquait de la tête. Alors, il entrebâillait les paupières, puis s'abandonnait de nouveau à cette volupté interdite, qui l'enivrait presque. Malheureusement, les complications prévues par le docteur Vocalopoulo se manifestèrent. Avant tout, et plus grave que tout, l'inflammation pulmonaire, occasionnant une très forte fièvre. Sans autre préoccupation que la science, dont il était passionné, le docteur Vocalopoulo redoubla de zèle, comme si l'obligation de sauver à tout prix ce moribond devenait une idée fixe. Dans les maladies qu'il soignait, il voyait non pas des hommes, mais des cas à étudier. Un joli cas, un cas curieux, un cas médiocre et ordinaire, comme si les infirmités humaines devaient servir aux expériences de la science et non la science aux infirmités. Un cas grave et compliqué l'intéresserait toujours de cette façon. Alors, sa pensée ne pouvait plus se détacher de son malade. Il mettait en pratique les plus récentes expériences des grands hôpitaux du monde, dont il consultait scrupuleusement les bulletins, les revues, de même que les relations détaillées des essais, des expédients provenant des plus hautes sommités de la science médicale. Et souvent il adoptait les traitements les plus risqués avec un courage tranquille, une confiance inébranlable. Il s'était acquis ainsi une grande réputation. Tous les ans,
Il faisait un voyage et rentrait enthousiasmé par les expériences auxquelles il avait assisté, satisfait des connaissances acquises, muni de nouveaux instruments chirurgicaux plus perfectionnés, qu'il disposait, après en avoir étudié en détail le maniement et les avoir nettoyés soigneusement, dans son armoire vitrée, en forme d'urne, au beau milieu de son vaste cabinet, et il les contemplait, enfermés là, en se frottant les mains, qu'il avait carrées et épaisses, constamment froides, ou en se lissant de 2 doigts son nez armé de lunettes extrêmement fortes, qui redoublaient l'austérité roide de son visage pâle, long, chevalin. Il amena autour du lit de Corcy plusieurs de ses confrères pour étudier, discuter. Il expliqua toutes ses tentatives, l'une plus nouvelle et plus ingénieuse que l'autre, jusqu'ici inutiles. Le blessé, à cause de cette si grosse fièvre, demeurait dans un état presque léthargique, interrompu cependant par des crises de fébrilité délirante, pendant lesquelles plus d'une fois, trompant toute surveillance, il avait même essayé de défaire son bandage. De ce phénomène, Vocalopoulos ne s'était pas tellement préoccupé, et s'était borné à recommander au docteur Sia de redoubler d'attention. Grâce à la radiographie, il avait pu extraire le projectile de dessous l'aisselle. Il avait, non sans grand risque, appliqué des linges froids pour diminuer la température. Et finalement, il y était arrivé. La fièvre avait baissé, l'inflammation pulmonaire était maîtrisée, le danger presque conjuré. Aucune récompense matérielle n'aurait pu égaler la satisfaction morale du docteur Vocalopoulos. Il rayonnait et le docteur Sia avec lui, par ricochet. « Cher confrère, donnez-moi la main. C'est ce qui s'appelle en venir à bout. » Sia répondait d'un seul mot. « Miraculeux. » À présent, le printemps imminent hâterait sans aucun doute la convalescence. Déjà, le malade commençait à reprendre ses esprits, à sortir de cet état d'inconscience où il s'était maintenu de si longues journées. Mais il ne savait pas encore, ni ne soupçonnait même dans quel état il se trouvait. Un matin, il essaya de lever les mains pour les regarder, et, à la vue de ses doigts exsangues qui tremblaient, il sourit. Il se sentait encore dans le vide, mais dans un vide tranquille, suave, de rêve. De la chambre, il ne remarquait que quelques détails. Une frise peinte au plafond, le duvet de la couverture en laine sur le lit, qui évoquait les brins d'herbe d'un pré ou d'une plate-bande. Et il y concentrait toute son attention, béat d'aise. Puis, avant de se fatiguer, il refermait les yeux et éprouvait un doux égarement d'ivresse, et délirait dans d'ineffables délices. Tout était fini. La vie recommençait maintenant. Rester en suspens aussi pour les autres? Non, tenez, un bruit de voiture. Dehors, dans les rues, la vie tout ce temps-là avait suivi son cours. À cette idée qui le contrariait obscurément, il éprouva comme un chatouillement au ventre. Il se remit à regarder la couverture verte pelucheuse, où il lui semblait voir la campagne. La vie, oui, recommençait vraiment là, avec tous ces brins d'herbe. Et pour lui aussi, elle recommençait. Tout neuf, il allait se pencher sur la vie. Un peu d'air frais. Ah, si le médecin consentait à lui ouvrir un tout petit peu la fenêtre. « Docteur !» appela-t-il, et sa voix même lui fit une étrange impression. Personne ne répondit. Il essaya de regarder autour de lui. Personne. Comment cela? Où était-il? Adriana! Adriana! Une tendresse mêlée d'angoisse pour sa femme l'envahit, et il se mit à pleurer comme un enfant, dans le désir brûlant de lui jeter les bras autour du cou et de la serrer fort, fort contre lui. Il appela de nouveau à travers ses larmes si douces.
Adriana! Adriana! Docteur! Personne n'entendait donc. Alors, saisi d'effroi, suffocant, il tendit le bras vers une sonnette sur la table de nuit. Mais un élancement aigu le maintint un moment, presque sans respiration, les traits pâles, contractés par un spasme de douleur. Puis il sonna furieusement. Le docteur Sia accourut, de son air de tombée de la lune. « Me voici. Qu'avez-vous, monsieur Tommaso ?»« Je suis tout seul. On m'a laissé tout seul. »« Eh bien, pourquoi s'agiter de la sorte? Me voici. »« Non, Adriana. Appelez-moi Adriana. Où est-elle? Je veux la voir. » Il commandait à présent, hein? Le docteur Sia fit un visage long d'une aune et penchant la tête d'à côté. « Pas comme cela. Si vous ne vous calmez pas, non, fit-il. « Je vais voir ma femme, répliqua-t-il, irrité, impérieux. « Avez-vous le droit de me le défendre? » Sia sourit, perplexe. « Tenez, je voudrais que... Non, taisez-vous, je vais l'appeler. » Il n'en eut pas besoin. Adriana était derrière la porte. Elle essuya en toute hâte ses larmes, accourut, se jeta en sanglotant dans les bras de son mari, comme dans un gouffre d'amour et de désespoir. Tout d'abord, il n'éprouva que de la joie de tenir si étroitement sa femme adorée, dont la chaleur, l'odeur des cheveux, l'enivrait. Comme il l'aimait. Mais tout à coup, il l'entendit sangloter. Il essaya, de ses deux mains, de lui relever la tête qui s'enfouissait dans sa poitrine. Il n'en eut pas la force et se tourna, étourdi, vers le docteur Sia. Celui-ci accourut et obligea Adriana à s'arracher du lit, l'emmena hors de la chambre, tout en la soutenant dans cette crise violente, puis revint au convalescent. « Pourquoi ?» demanda Corsi, bouleversé. Une idée lui traversa l'esprit en un éclair. Sans faire attention à la réponse du médecin, Corsi referma les yeux, transpercé. « Elle ne me pardonne pas, » pensa-t-il. À la nouvelle de l'amélioration et d'une prochaine guérison du blessé, la surveillance autour de lui s'était accrue. Le docteur Vocalopoulo, craignant que l'autorité judiciaire n'en vînt à donner intempestivement l'ordre de le transporter en maison d'arrêt, jugea bon de se rendre chez un avocat, un de ses amis et ami de Corsi, et à qui certainement Corsi confierait sa défense, pour le prier de l'accompagner chez le commissaire central afin de certifier sur parole que le malade ne tenterait en aucune façon de se soustraire à la justice. Maître Camillo Cimetta accepta. C'était un homme sur la soixantaine, mince, très grand, tout en jambes. Dans un visage morne, jaunâtre maladif, ressortaient curieusement deux petits yeux noirs perçants, d'une vivacité extraordinaire. Plus docte en philosophie qu'en droit, sceptique, accablé de l'ennui de l'existence, lassé des amertumes que la vie lui avait prodiguées,
il n'avait jamais mis aucun soin pour acquérir la grande renommée dont il jouissait et qui lui assurait une fortune dont il ne savait plus que faire. Sa femme, très belle, insensible, despote, qu'il avait torturée de si longues années, s'était tuée dans une crise de neurasthénie. Sa fille unique s'était enfuie avec un employé minable de son cabinet et était morte, suite de couches, après avoir subi une année de sévices de la part de ce mari indigne. Il était resté seul, sans but dans la vie, avait refusé toute charge honorifique, renoncé au plaisir de faire étalage de ses talents peu communs dans une grande ville. Et tandis que ses confrères se présentaient au banc de l'accusation ou de la défense, armés d'arguments retors, rembourrés de procédures, ou se gargarisaient de mots ronflants, lui, qui ne pouvait pas souffrir la robe que l'huissier lui posait sur les épaules, se levait les mains dans les poches et se mettait à parler aux jurés, aux juges. Le plus naturellement du monde, à la bonne franquette, cherchant à présenter seulement avec la plus grande évidence une idée capable de les impressionner. Et il démolissait avec une argutie irrésistible les magnifiques architectures oratoires de ses adversaires, et parvenait parfois à culbuter les barrières formalistes de ce misérable milieu judiciaire, pour qu'un halo de vie y pénétrât, pour qu'un souffle douloureux d'humanité, de pitié fraternelle, passât au-delà et au-dessus de la foi, en faveur de l'homme né pour souffrir, pour errer. Ayant obtenu la promesse du commissaire central que le transfert en maison d'arrêt n'adviendrait que sur le consentement du médecin, ils se rendirent ensemble chez Corsi. En quelques jours seulement, Adriana était si changée qu'on ne la reconnaissait plus. « Voici notre cher avocat, madame, » lui dit Vocalòpulo. « Il vaudra mieux préparer petit à petit le convalescent à la dure nécessité. »« Comment faire, docteur ?» s'écria Adriana. « On a l'impression qu'il n'en a pas le plus lointain soupçon. On dirait un enfant. Il s'émeut pour un rien. Ce matin même, il me disait que dès qu'il serait capable de bouger, il voudrait prendre un mois de vacances, à la campagne. » Vocalòpulo soupira, en se lissant le nez à son habitude. Il réfléchit un moment. « Patientons quelques jours, » dit-il. « En attendant, montrons-lui l'avocat. Il n'est pas possible que l'idée de la punition ne l'effleure pas. »« Croyez-vous, maître, » demanda Adriana, « que ce sera grave ?» Cimetta ferma les yeux, ouvrit les bras. Les yeux d'Adriana se remplirent de larmes. À cet instant, la voix du malade parvint de l'autre pièce. Adriana accourut immédiatement. « Excusez-moi. » Tommaso lui tendait les bras, mais dès qu'il aperçut ses yeux rouges de pleurs, il lui prit un bras et, se cachant le visage, lui dit « Encore ? Tu ne me pardonnes donc pas encore ?» Adriana serra ses lèvres tremblantes, pendant que des larmes montaient encore à ses yeux. Et tout d'abord, la voix lui manqua pour lui répondre. « Non ?» insista-t-il sans découvrir son visage. « Moi, oui » répondit Adriana angoissée, timidement. « Alors » répliqua Corsi en la regardant droit dans ses yeux, mouillés de larmes. Il lui prit le visage dans ses mains et ajouta « Tu le comprends, tu le sens, n'est-ce pas, que jamais, jamais, dans ma pensée, tu n'auras été absente, ma divine, mon amour, mon amour. » Adriana lui caressa légèrement les cheveux. « C'est une chose infâme, » reprit-il. « Oui, il faut que je te le dise pour dissiper tous les nuages entre nous. Une chose infâme que de surprendre quelqu'un dans ce moment honteux d'oisiveté stupide. Tu le comprends, puisque tu m'as pardonné. Une faute stupide que ce malheureux a rendue énorme en essayant de me tuer, tu comprends, à 2 reprises. Me tuer, moi, justement, qui devais forcément me défendre, parce que, tu le comprends,
Je ne pouvais pas me laisser tuer pour cette femme-là, n'est-ce pas? Oui, oui, disait Adriana en larmes, pour le calmer, plutôt du geste que de la voix. N'est-ce pas? Poursuivit-il avec force. Je ne pouvais pas, pour vous. Je le lui ai dit, mais il était devenu fou, tout à coup. Il s'est jeté sur moi, l'arme au poing. Alors moi, forcément. Oui, oui, répétait Adriana en avalant ses larmes. Calme-toi, oui, tout cela. À la vue de son mari épuisé qui s'abandonnait sur les oreillers, elle s'interrompit pour appeler à haute voix. Docteur, tout cela, continua-t-elle en se levant et en se penchant sur le lit avec précaution. Tu le diras au juge, et tu verras que... Tommaso Corsi se dressa brusquement sur le coude et regarda fixement le médecin et Cimetta qui se dirigeaient vers lui. Mais moi, dit-il, ah oui, le procès. Il devint livide, retomba sur le lit, anéanti. Simple formalité, laissa tomber le docteur Vocalòpulo, en s'approchant du lit. Mais quelle autre punition? Fit Corsi presque à part soi, les yeux écarquillés au plafond. Quelle autre punition plus grave que celle que je me suis donnée, de mes propres mains? Cimetta tira une main de sa poche et agita l'index négativement. Ça ne compte pas? Demanda Corsi. Alors, essaya-t-il de répliquer, mais il se reprit. Évidemment, oui, oui. J'avais l'impression que tout était fini. Adriana, appela-t-il, et il lui jeta de nouveau les bras autour du cou. Adriana, je suis perdu. Cimetta, ému, branla longuement la tête, puis éclata. Pourquoi ça? Pour une passade idiote? Ce sera difficile, très difficile, cher ami, de le faire entendre à cette respectable institution qui s'appelle le jury. Beaucoup moins, voyez-vous, en ce qui concerne le fait en soi, parce qu'il s'agit d'un substitut au procureur du roi. S'il était possible de prouver que ce pauvre homme s'était déjà aperçu qu'il portait des cornes, mais le moyen... On ne peut pas appeler un mort à jurer sur l'honneur. L'honneur des morts, les vers le mangent. Quelle valeur peut avoir l'induction contre la preuve de fait? Du reste, soyons justes, chacun est libre d'accepter sur sa tête les cornes qui lui plaisent. Les tiennes, cher Tommaso, c'est clair, il n'en voulait pas. Tu dis, pouvais-je me laisser tuer? Non. Mais si tu voulais que le droit de ne pas te tuer fût respecté, il ne fallait pas lui prendre sa femme. Cette guenon mal fagotée. Ce faisant, attention, je suis en ce moment le raisonnement de l'accusation. Tu as dérogé à ton droit, tu t'exposais au risque, et par conséquent il ne fallait pas réagir. Comprends-tu? 2 erreurs. De la première, de l'adultère, il fallait te laisser punir par lui, par le mari trompé. Et toi, au contraire, tu l'as tué. Forcément, cria Corsi, en levant un visage rageusement contracté. Instinctivement, pour ne pas me faire tuer. Et puis aussitôt après, riposta Cimetta, tu as essayé de te tuer. Ça ne suffit donc pas. Ça ne peut pas suffire. Et même, tu as agi contre toi, mon cher. Car, en essayant de te tuer, tu reconnaissais implicitement ta culpabilité. Bref, s'exclama Vocalòpulo en s'ébrouant, vous voudriez qu'un médecin passe par-dessus la loi. Ah bon, vous avez donc servi la loi, reprit Corsi avec une fougue rageuse. La loi, pas moi, le pauvre. Je m'étais suicidé. Vous me redonnez la vie de force. 3 ou 4 fois, j'ai essayé d'arracher mon bandage. Vous avez tout fait pour me sauver. Pour me redonner la vie. Pourquoi? Pour que la loi, maintenant, me la reprenne de nouveau, et de façon plus cruelle encore. Voilà, docteur. C'est à cela que vous amenez le devoir de votre profession. N'est-ce pas une injustice? Je te demande pardon, essaya d'intervenir Cimetta, du mal que tu as commis. Je me suis lavé dans mon propre sang, termina Corsi, vibrant et ardent. Je suis un autre à présent. Je renais. Comment puis-je rester suspendu à un seul instant de cette autre vie qui n'existe plus pour moi?
suspendu, accroché à ce moment, comme s'il représentait toute mon existence, comme si je n'avais jamais vécu pour rien d'autre. Et ma famille, ma femme, mes enfants, à qui je dois donner du pain, assurer la réussite. Quoi? Que voulez-vous de plus? Vous m'avez empêché de mourir. Alors pourquoi? Par vengeance? Contre quelqu'un qui s'était tué? Mais qui a tué également, répliqua fortement Cimetta. Par force, répondit à brûle-pourpoint Corsi. Et je n'éprouve aucun remords de ce moment-là. En 1 heure, j'ai payé ma faute. 1 heure aussi longue que l'éternité. Je n'ai plus rien à payer maintenant. C'est une autre vie que l'on m'a redonnée. Il faut que je me remette à vivre pour les miens, que je me remette à travailler pour mes enfants. Vous m'avez rendu la vie pour m'envoyer au bagne? N'est-ce pas un crime abominable? Et quelle justice est-ce que de punir à froid un homme privé de remords? Ce que je serai en réclusion, en train de payer un crime que je n'ai jamais songé à commettre, que je n'aurais jamais commis si on ne m'y avait pas entraîné. Tandis que ceux qui profiteront de votre science, docteur, laquelle ne m'a retenu de force en vie que pour me faire condamner, commettront, après mûre réflexion à froid, le crime le plus atroce, celui de me laisser m'abrutir dans une oisiveté dégradante, de laisser s'abrutir dans les vices de la misère et de l'ignominie mes enfants innocents? De quel droit? Il redressa le torse, poussé par une rage que le sentiment de son impuissance rendait farouche. Il poussa un hurlement, saisit de ses doigts crispés le bandage et l'arracha, se renversa sur le dos, saisi de convulsions, essaya d'éclater en sanglots, ne le put. Dans la vanité de cet effort abominable, il resta un moment étourdi, comme dans un vide étrange, dans un abattement horrible. Les traits, marqués par l'effort des doigts arrachant le bandage, devinrent cadavériques. Adriana, épouvantée, accourut. Elle lui souleva la tête, puis, aidée par Cimetta, essaya de le soulever, mais retira les mains dans un cri de dégoût et de terreur. La chemise de Corsi sur la poitrine était trempée de sang. « Docteur! Docteur !» « La blessure s'est rouverte !» s'exclama Cimetta. Vocalòpulo écarquilla les yeux, blêmi, stupéfait. « La blessure ?» Et instinctivement, il s'approcha du lit. Mais Corsi l'arrêta sur-le-champ, les yeux vitreux. « Il a raison, » fit alors le médecin en laissant retomber les bras. « Vous avez entendu ? Je ne puis pas. Je ne dois pas.